Imaginez un instant un monde où un baril de pétrole vaut moins cher qu'une bouteille d'eau. Un monde où les supertankers rouillent dans les ports et où des villes entières, bâties sur l'or noir, deviennent des fantômes. Ce monde n'est plus de la science-fiction. C'est notre avenir imminent. Au centre de ce séisme économique se trouvent deux géants, deux empires, dont la puissance a abreuvé le XXe siècle. L'Arabie saoudite et la Russie. Pendant des décennies, ils ont dicté leurs lois, financé des guerres et accumulé des fortunes inimaginables. Mais aujourd'hui, le compte à rebours est lancé. L'un de ces titans a un plan audacieux, un pari à 2000 milliards de dollars pour survivre à l'apocalypse. L'autre, aveuglé par sa propre puissance, fonce droit dans le mur. C'est l'histoire de la plus grande disruption économique de notre génération et elle a déjà commencé. Pour comprendre l'ampleur du désastre annoncé, il faut remonter le temps. Au milieu du XXe siècle, le pétrole est devenu le sang de l'économie mondiale. Des nations entières se sont construites sur cette ressource. L'Arabie saoudite, un royaume désertique, est devenu du jour au lendemain un coffre-fort planétaire, créant l'OPEP pour contrôler les prix et faire plier les superpuissances. De l'autre côté du globe, l'Union soviétique, puis la Russie, a utilisé ces immenses réserves de gaz et de pétrole comme une arme géopolitique, un levier pour maintenir son statut sur la scène internationale après la guerre froide. Ces deux pays, si différents par leur culture et leur politique, sont devenus des frères jumeaux économiques, des pétro-États. Leur budget, leur stabilité sociale, leur influence militaire, tout, absolument tout, dépend des fluctuations d'un simple baril de brut. C'était leur plus grande force. Et c'est devenu leur prison dorée. Pendant des décennies, cette prison était incroyablement confortable. Pour l'Arabie saoudite, les pétrodollars coulaient à flot, finançant un État-providence sans impôts, des projets pharaoniques et le train de vie extravagant de milliers de princes. La richesse était si obscène qu'elle semblait infinie. Le royaume n'avait qu'à ouvrir les vannes pour influencer les élections américaines ou financer ses ambitions régionales. Le pétrole n'était pas une simple marchandise, c'était le pouvoir absolu. Le monde entier dépendait de leur bon vouloir, et ils le savaient. Chaque gratte-ciel qui s'élevait de Riyad, chaque voiture de luxe qui parcourait ses autoroutes était un monument à la gloire de l'or noir. Personne, au sein de la monarchie, n'imaginait que cette fête puisse un jour prendre fin. L'illusion de la permanence était totale, gravée dans le marbre de palais toujours plus grands. Pour la Russie, l'histoire était différente, mais le résultat fut le même. Après le chaos des années 90, la flambée des prix de l'énergie au début des années 2000 a été une bénédiction. Elle a permis de restaurer la fierté nationale, de payer les retraites et de reconstruire une armée puissante. Le Kremlin a appris à utiliser ces pipelines comme des instruments de pression, fermant le robinet du gaz en plein hiver pour punir un voisin récalcitrant. Une nouvelle classe d'oligarques, enrichie par les hydrocarbures, a étalé sa fortune de Londres à la Côte d'Azur, devenant le symbole de ce retour en force. L'économie russe était structurellement faible, peu diversifiée, mais tant que le baril se maintenait au-dessus de 100 dollars, personne ne s'en souciait vraiment. La rente pétrolière agissait comme un anesthésiant, masquant les profondes maladies d'un système qui n'avait jamais vraiment rompu avec son passé soviétique. Cette addiction partagée à l'or noir a créé des économies étrangement similaires. Dans les deux pays, l'État joue un rôle central contrôlant les géants de l'énergie comme Saudi Aramco ou Gazprom. Ces entreprises ne sont pas de simples sociétés, ce sont des ministères, des outils de politique étrangère et la source principale des revenus du budget. Cette structure a permis de concentrer le pouvoir et la richesse entre les mains d'une petite élite. En Arabie saoudite, la famille royale, en Russie, le cercle rapproché du Kremlin et les oligarques loyaux. Pour les populations, ce système offrait une forme de contrat social. La stabilité et des subventions en échange d'une absence de liberté politique. Un modèle qui fonctionne parfaitement quand l'argent coule à flot, mais qui devient une poudrière lorsque la source se tarit. Car que se passe-t-il quand l'État ne peut plus payer ? Le confort de la cage dorée a rendu ces deux titans aveugles aux changements tectoniques qui se préparaient. Ils ont regardé avec mépris les premières éoliennes et les panneaux solaires, les considérant comme des gadgets pour écologistes. Ils ont sous-estimé la détermination de l'Occident à réduire sa dépendance énergétique. Surtout, ils n'ont pas vu venir le coup le plus violent, la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. En quelques années seulement, leur plus grand client est devenu leur plus grand concurrent. L'Amérique, qui importait massivement du pétrole, est devenue le premier producteur mondial, inondant le marché et faisant s'effondrer les prix. C'était la première fissure, le premier signe que leur domination n'était pas éternelle. Le monde avait changé, mais eux n'étaient pas prêts à l'admettre.
Le premier véritable électrochoc a eu lieu en 2014. Les prix du pétrole, qui caracolaient à plus de 100 dollars le baril, s'effondrent brutalement de plus de 50%. Pour Riyad et Moscou, c'est un cataclysme. Les budgets, calculés sur des prévisions optimistes, explosent. En Russie, le rouble s'écroule, déclenchant une crise économique sévère, aggravée par les premières sanctions suite à l'annexion de la Crimée. En Arabie Saoudite, le royaume est forcé de puiser massivement dans ses réserves de change et de s'endetter pour la première fois depuis des décennies. Le contrat social commence à se fissurer. Des coupes sont faites dans les subventions et l'idée d'introduire des impôts, autrefois impensable, fait son chemin. La fête était brutalement terminée. Le réveil était douloureux et il a forcé les deux géants à regarder la vérité en face. Leur modèle économique était une bombe à retardement. Puis, une autre menace, plus silencieuse mais bien plus profonde, a commencé à prendre de l'ampleur. La transition énergétique. L'accord de Paris sur le climat, signé en 2015, n'était pas qu'un bout de papier. Il signalait un consensus mondial. L'avenir ne se construirait pas sur les énergies fossiles. Les constructeurs automobiles ont commencé à investir des centaines de milliards dans les véhicules électriques. Les fonds d'investissement se sont mis à désinvestir des entreprises pétrolières. Lentement mais sûrement, la demande structurelle de pétrole a commencé à être remise en question. Les prévisions les plus optimistes parlaient d'un pic de la demande vers 2030, les plus pessimistes bien avant. Pour un pays dont 90% des exportations dépendent du pétrole, c'est une sentence de mort économique à crédit. Face à cette menace existentielle, les chemins de nos deux titans ont commencé à diverger radicalement. C'est ici que notre histoire se sépare en deux récits parallèles, deux stratégies pour survivre à la fin d'un monde. D'un côté, une fuite en avant spectaculaire, un pari d'une audace folle. De l'autre, un déni obstiné, une tentative de fortifier un château de cartes. C'est le conte de deux futurs possibles. L'un écrit dans le sable du désert, l'autre gelé dans les glaces de la Sibérie. Ces deux choix stratégiques, pris au même moment de l'histoire, vont sceller le destin de centaines de millions de personnes et redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial pour le siècle à venir. Le compte à rebours final venait de commencer et chaque décision comptait. En Arabie Saoudite, un jeune prince ambitieux et brutal est arrivé au pouvoir. Mohammed Ben Salman, ou MBS, a compris avant tout le monde que le temps était compté. Il a vu la bombe à retardement et a décidé de la désamorcer, quitte à faire exploser l'ancien système. Son plan, baptisé Vision 2030, est l'un des projets de transformation économique les plus ambitieux de l'histoire humaine. L'objectif est simple et terrifiant: sevrer complètement le pays du pétrole en moins de 15 ans. Pour cela, il a misé sur le fonds d'investissement public, le PIF, qu'il veut transformer en plus grand fonds souverain du monde, avec plus de 2000 milliards de dollars d'actifs. Ce fonds achète des parts dans Uber, dans des équipes de football, dans des startups technologiques, investissant les derniers pétrodollars dans l'économie du futur. Le joyau de la couronne de cette vision 2030 est un projet qui défie l'imagination, Neom, une mégapole futuriste de la taille de la Belgique, construite à partir de zéro sur la côte de la mer Rouge, pour un coût estimé à plus de 500 milliards de dollars. Neom est censé être une ville entièrement alimentée par des énergies renouvelables, gérée par des intelligences artificielles, avec des taxis volants et des plages phosphorescentes. Le projet le plus fou est The Line, une ville linéaire de 170 km de long, sans voiture, conçue pour accueillir 9 millions d'habitants. Pour le monde, c'est une folie des grandeurs, une utopie de science-fiction. Pour MBS, c'est une arche de Noé. C'est l'endroit où l'économie saoudienne est censée se réfugier lorsque le déluge de la fin du pétrole arrivera. Mais ce pari colossal est semé d'embûches. Premièrement, son financement. Pour construire Neom et alimenter le PIF, l'Arabie Saoudite a besoin que le prix du pétrole reste élevé pendant encore au moins une décennie. C'est un paradoxe tragique. Pour préparer la fin du pétrole, le royaume doit en vendre plus que jamais et plus cher que jamais. Deuxièmement, le défi humain. L'Arabie Saoudite manque de main-d'œuvre qualifiée et dépend massivement des expatriés. Peut-on vraiment construire une Silicon Valley dans le désert sans la culture de liberté et d'innovation qui va avec? Enfin, il y a l'image du régime. L'autoritarisme de MBS, les questions de droits de l'homme, tout cela effraie les investisseurs et les talents internationaux dont le projet a désespérément besoin. La vision 2030 est une course contre la montre sur un chemin miné. Pendant que l'Arabie Saoudite tente cette fuite en avant éperdue, quelle est la stratégie de la Russie? La réponse est simple: il n'y en a pas. Au lieu d'un plan de diversification radicale, le Kremlin a choisi la stratégie de la forteresse Russie. L'idée n'est pas de changer de modèle économique, mais de rendre le modèle existant imperméable aux chocs extérieurs.
Depuis 2014, Moscou a méticuleusement accumulé des réserves de change colossales, réduit sa dette extérieure et tenté de substituer les importations par une production locale. L'objectif n'était pas de préparer l'après-pétrole, mais de pouvoir résister à des sanctions occidentales toujours plus dures. C'est une stratégie de siège, pas une stratégie de conquête. Le Kremlin ne cherche pas à inventer le futur, il cherche à survivre au présent. Cette absence de vision à long terme est flagrante. Pendant que l'Arabie saoudite investit des milliards dans les énergies vertes et la technologie, la Russie double la mise sur les hydrocarbures. De gigantesques projets comme Nord Stream 2 ou Arctic LNG 2 ont été lancés pour renforcer l'emprise de la Russie sur le marché énergétique européen et asiatique. L'innovation technologique est faible, le climat des affaires est désastreux et le pays subit une fuite des cerveaux massive. Des dizaines de milliers de jeunes diplômés et d'entrepreneurs quittent le pays chaque année, emportant avec eux les espoirs d'une diversification économique. La Russie reste piégée dans son rôle de supermarché de matières premières, un modèle hérité de l'Union soviétique. Elle s'accroche à un passé glorieux, incapable d'imaginer un avenir où le pétrole et le gaz ne seraient plus les rois du monde. Les sanctions occidentales, notamment après l'invasion de l'Ukraine en 2022, ont agi comme un accélérateur de cette décadence. Elles ont coupé la Russie de la finance et des technologies occidentales essentielles pour moderniser son industrie et exploiter de nouveaux gisements. L'économie russe a été forcée de se tourner vers la Chine et l'Inde, acceptant de vendre son pétrole avec un rabais important. La forteresse a peut-être résisté à l'assaut initial, mais ses fondations se lézardent. Les revenus de l'État chutent, l'inflation ronge le pouvoir d'achat et l'effort de guerre cannibalise les investissements civils. La Russie est en train de se transformer en un vassal économique de la Chine, échangeant ses ressources naturelles contre des produits manufacturés, exactement le type de dépendance qu'elle a toujours voulu éviter. Le piège s'est refermé. La divergence des stratégies saoudiennes et russes a atteint son paroxysme en mars 2020, lors d'une guerre des prix suicidaires. Alors que la pandémie de Covid faisait s'effondrer la demande mondiale, Riyad et Moscou se sont lancés dans une bataille pour les parts de marché, inondant la planète de pétrole bon marché. Le résultat a été un effondrement historique des prix, le baril américain tombant même brièvement en territoire négatif. C'était un aperçu glaçant du futur. Un monde de demande en baisse où les producteurs se battent à mort pour vendre leurs derniers barils. L'Arabie saoudite a utilisé cette crise pour tenter de mettre à genoux les producteurs de schiste américains et la Russie. Mais elle s'est aussi tiré une balle dans le pied, creusant son propre déficit budgétaire. C'était la première escarmouche de la grande guerre finale du pétrole. Aujourd'hui, la situation était plus claire que jamais. L'Arabie saoudite est engagée dans une course contre la montre. Chaque dollar gagné grâce à un baril de pétrole élevé est immédiatement réinvesti dans sa transition. C'est une stratégie à très haut risque. Si les prix du pétrole s'effondrent avant que la vision 2030 ne porte ses fruits, le royaume s'effondrera avec lui. Le pays est devenu un gigantesque chantier, une nation en pleine mutation avec toutes les tensions sociales et politiques que cela implique. Le succès de MBS n'est absolument pas garanti. Il pourrait très bien laisser derrière lui une collection de projets inachevés et une économie en ruine. Mais au moins, il a un plan. Il a une vision d'un avenir post-pétrole, même si elle semble délirante. La Russie, de son côté, semble avoir renoncé à imaginer un tel avenir. Enfermée dans une logique de confrontation avec l'Occident et drainée par un conflit coûteux, elle n'a ni les ressources ni la volonté politique de se réinventer. Son économie de guerre peut lui permettre de tenir à court terme, mais elle sacrifie son futur. Le pays s'isole, se replie sur lui-même et regarde le train de la transition énergétique passer sans y monter. Le Kremlin continue de croire que le monde aura toujours besoin de son gaz et de son pétrole, et que ses partenaires asiatiques remplaceront les clients européens. C'est un pari extrêmement dangereux. Un pari qui ignore la vitesse à laquelle les technologies vertes se développent et la volonté politique mondiale de se défaire des énergies fossiles. Qui est le mieux positionné pour survivre? À première vue, l'Arabie saoudite. Elle dispose de réserves financières encore gigantesques, d'un coût de production de pétrole parmi les plus bas du monde et d'un plan de diversification aussi imparfait soit-il. Elle a également maintenu des relations avec l'Occident essentielles pour attirer les investissements et les technologies. Cependant, sa stabilité sociale est fragile. Une population jeune, habituée aux subventions, pourrait ne pas accepter les sacrifices nécessaires à la transition. La monarchie absolue pourrait se révéler trop rigide pour gérer un changement aussi radical. L'échec du plan de MBS pourrait entraîner une instabilité politique majeure dans une région déjà explosive. La Russie, elle, possède des atouts différents. Une population plus éduquée,
une base scientifique et industrielle héritée de l'URSS et une plus grande résilience face aux crises économiques. Cependant, son système politique est son plus grand handicap. La centralisation du pouvoir, la corruption endémique et le manque de vision à long terme empêchent toute réforme structurelle. La guerre en Ukraine a accéléré cette sclérose, transformant le pays en une garnison obsédée par sa sécurité. Sans un changement politique majeur, il est difficile d'imaginer comment la Russie pourrait éviter un long et douloureux déclin économique, devenant une puissance de second rang, dépendante de la Chine, et regardant avec nostalgie son ancienne gloire énergétique. L'effondrement, qu'il soit rapide ou lent, de ces deux titans aura des conséquences mondiales. La fin de leur domination sur les marchés de l'énergie créera un vide. Qui le comblera? Les États-Unis, avec leur gaz de schiste, les nouvelles puissances des énergies renouvelables, comme la Chine. Ou assisterons-nous à une ère d'énergie plus décentralisée et moins géopolitisée? La chute des revenus des pétro-États pourrait aussi déstabiliser des régions entières, du Moyen-Orient à l'Asie centrale, créant de nouvelles crises migratoires et de nouveaux conflits. L'onde de choc se propagera bien au-delà des frontières de Riyad et de Moscou. Elle affectera le prix de l'essence à la pompe, la valeur de nos investissements et l'équilibre géopolitique que nous avons connu toute notre vie. Finalement, la fin de l'ère du pétrole n'est pas seulement une histoire de ressources ou de technologie. C'est une histoire d'adaptation. C'est le test ultime pour deux nations qui ont tout misé sur une seule ressource. Leurs choix d'aujourd'hui sont un cas d'école fascinant sur la capacité d'un pays à se réinventer face à une disruption inévitable. L'un a choisi la chirurgie radicale, l'autre les soins palliatifs. Dans les deux cas, le patient est en état critique. Le monde qui a été construit sur leur pétrole est en train de mourir et la question n'est plus de savoir si la fin arrivera, mais à quelle vitesse et qui restera debout au milieu des ruines. Le plus grand pari économique de notre siècle se joue sous nos yeux. Ce que nous observons, ce n'est pas simplement une crise économique, c'est la fin d'un paradigme qui a dominé le monde pendant plus d'un siècle. L'Arabie saoudite tente un saut quantique vers le futur, un pari extravagant qui pourrait soit la sauver, soit la précipiter dans l'abîme. La Russie, quant à elle, s'accroche désespérément à un passé qui s'effrite, choisissant l'isolement plutôt que la transformation. Leurs destins opposés sont une leçon pour toutes les nations. Dans un monde en mutation rapide, refuser de changer est la stratégie la plus risquée de toutes. La chute des titans du pétrole ne fera pas que des perdants. Elle créera de nouvelles opportunités et de nouveaux leaders. Mais une chose est certaine, la carte de la puissance et de la richesse mondiale est en train d'être entièrement redessinée. Et vous, qui pensez-vous qui survivra à la fin du pétrole? L'Arabie saoudite et sa ville du futur, ou la Russie et sa forteresse énergétique? Partagez votre analyse dans les commentaires.